En plus du deuil et de la mort, ce podcast abordera des sujets sensibles qui pourraient vous heurter vous ou les oreilles qui vous entourent. Nous vous en disons plus dans le descriptif de ce numéro. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous au prochain. Ou pas. Bonjour, nous sommes Célina et Laure et aujourd'hui on attaque avec le premier épisode de Par la Racine avec le témoignage de Laure qui va nous parler de son rapport aux morts, au deuil et à la vie. Très bien, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle de ton rapport à la mort et au deuil avant que tout ça ne te frappe de plein fouet. Est-ce que vous parliez beaucoup de morts et de personnes décédées dans ton enfance? Est-ce que c'était un truc qui existait ou pas? Voilà, comment tu as grandi avec ce sujet-là? Alors moi je suis née avec ce sujet-là car ma mère avait perdu sa mère dans un accident de voiture alors qu'elle avait 13 ans. Ce qui fait que vous venez à la vie en vous disant qu'il vous manque déjà une grand-mère, que ça fait... c'est un deuil familial, en plus ma mère n'avait pas elle-même fait son deuil, donc je ne pouvais poser aucune question quasiment sur ma grand-mère, ou alors elle répondait à une puis après t'en touche. Par exemple, j'ai un souvenir de demander à ma mère c'est quoi la date de naissance de ta mère? Et ma mère me répondant, je sais pas, elle passe à autre chose. Et là tu te dis, bah ouais, super. Ouais. Donc toi, tu apprends à te construire en disant, tu sens qu'il y a quelque chose de fort chez ta mère d'émotionnel, qu'elle a besoin de se confier et elle se confie pas. Et c'était pareil chez mon grand-père, c'était très, très spécial. Chez mon grand-père, pas une photo, pas un souvenir de ma grand-mère. Rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Donc en fait, c'était un vrai tabou. La jumelle de ma mère, elle, acceptait de temps en temps de nous donner des petites infos. Moi, j'ai eu le droit à un épisode avec Georges Pompidou, tu vois, j'ai eu le droit à l'agacement ou le tempérament de ma grand-mère, mais j'ai aucune image et donc du coup, je ne symbolise pas ma grand-mère. Et ça vous prépare un peu, parce que dans le sens, vous dites, les morts, on n'en parle pas, les morts, ça fait souffrir, donc on verra. Malheureusement, moi, j'ai été rattrapée, alors comme tout le monde, classiquement par la mort de mes grands-pères. Les deux sont décédés à plusieurs années d'intervalle, mais ça faisait partie de ma vie, ça faisait partie de ma vie de famille et de mes... Comment on peut expliquer ça? De mon éducation. Donc oui, on est triste pendant les enterrements, oui, on pleure, oui, on les verra plus, mais comme disaient mes parents à l'époque, la mort fait partie de la vie, donc de toute façon on avance, et perdre des grands-parents, ça reste malheureusement l'ordre des choses est logique. Là où ça se complique un peu plus, c'est quand c'est ta mère qui décède à l'âge de 31 ans, elle avait à peine 60 ans, elle a eu 20 ans de cancer, avec des super bons moments, on a des super souvenirs, elle n'a pas été 20 ans malade, mais elle a été les 6 derniers mois assez expéditifs. Ça te change un peu la donne et j'ai pas réagi de la même manière que ma mère, je pense, car aujourd'hui je suis capable de vous en parler, de faire une émission avec Célina. Je parle de la mort tous les jours, limite mon mari me dit mais tu parles que de ça, t'es relou et tout. Mais une fois que t'es touché, et après ça fait 8 ans que ma mère est décédée. 8 ans que c'est compliqué, je ne le cache pas, et après une situation chassant une autre, j'ai mon petit frère, son petit chouchou, son petit bébé qui a décidé à l'aube de ses 32 ans de se suicider. Et là, c'est encore une mort un peu différente, car enterrer son petit frère et s'occuper de la cérémonie, tout ça, de son petit frère, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, rien que d'en parler, j'ai les larmes qui montent, c'est encore très chaud. C'est aussi ce qui nous a poussé avec Célina à faire ce podcast. Je fais une petite aparté, car on a un passif commun là-dessus, et je pense quand on se retrouve dans ce club et qu'on s'aperçoit qu'on peut lâcher prise complètement à discuter de ce qu'on a vécu de manière hyper crue, ça fait du bien aussi. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'enferme, c'est aussi pour ça que Célina et moi, on fait un podcast, on a besoin de parler. Je suis pleine d'autodérision, je suis pleine de sarcasme, j'adore dire que j'ai un humour noir, et moi je pense qu'au contraire, j'ai pendant ma vie tellement été bridée de parler de la mort parce que ça faisait trop souffrir ma mère. Moi, c'est au contraire, parler de la mort de ma mère et de mon frère, ça me libère. C'est pas forcément sympa tous les jours, mais ça libère quand même de le dire. C'est vrai qu'on fait partie du club des endeuillés, mais aussi du club des endeuillés du suicide. Bon, on rigole, hein, mais parce que nous, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et
c'est en club encore plus select, Ah oui, encore plus c'est un autre complexe. niveau celui-là. Et autant, enfin, on en parlera probablement, mais autant parler de la mort et dans le deuil normal, c'est déjà un peu velu. La mort par suicide, C'est une autre affaire. c'est vraiment un autre délire. Et c'est le boss final du club, je pense. Je te propose de parler donc plus précisément peut-être d'abord du décès de ta mère. Oui, je pense que mon frère est un sujet à part entière. Oui. Ma mère c'est assez bizarre. Je suis une pure cartésienne et honnêtement, je le dis avec toute humilité, je suis cartésienne, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme, je crois en ce que l'homme ressent, je crois aux émotions, je crois à une forme de spiritualité mais qui n'est pas divine. Et pour revenir sur ma mère, parce que on va se concentrer sur elle, tout va vite. C'est-à-dire que ma mère m'a pas annoncé qu'elle mourrait, hein, on est bien d'accord, hein, elle est quand même pas juste bébé, mais ma mère m'a annoncé 6-8 mois avant de mourir qu'elle avait une tumeur au cerveau et que cette tumeur ne serait pas réopérable et que clairement, de manière très ouverte, j'étais seule dans le salon de mon père, elle me dit que c'est son dernier combat. C'est hyper dur à porter ça parce que je peux me confier à personne, vu que dans ma famille on se parle pas de mort, on se parle pas encore moins d'anticipation de la mort, hein, vous imaginez bien. Mais je me retrouve avec c'est pas un secret, mais cette confidence que ma mère me donne et je pense être la seule à le capter. Alors je suis peut-être défaitiste, mais j'ai vécu avec ça, cette responsabilité-là pendant 9 mois. C'est dur quand on voit tout le monde se battre en disant « Elle va aller mieux, on va faire les traitements et que à côté vous avez l'envers du décor où votre mère vous dit « Je fais les traitements, mais c'est plus pour faire plaisir aux autres, hein, parce que je sais que de toute façon je suis condamnée. » Et quand vous voyez tout le monde s'énerver quand ça se dégrade, et que vous dites mais bah ouais ça se dégrade, ça va pas aller en s'arrangeant, c'est impossible qu'elle aille mieux. Et puis un jour ça s'arrête. Et là bah, on se retrouve tous au même niveau. Et c'est petite pause. Petite pause. Petite pause. C'est drôle parce que quand même, comment t'en chiales pas d'habitude. Je chiale pas d'habitude, non mais c'est ça. Je pleure pas parce que souvent j'ai l'impression de le redire et c'est vrai que c'est là où on voit pour une force d'un podcast, c'est d'arriver à se dire devant une petite Sarah, devant une petite Zéna, de se dire même si elles se connaissent par cœur, mais à un moment c'est prendre du recul, réaliser, moi j'ai une vie à 100 à l'heure, j'ai jamais le temps de m'arrêter. D'ailleurs je ne veux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, j'ai peur de m'effondrer. Ça c'est dur à accepter, mais ouais, l'annonce de la mort de ma mère a été pour moi un poids à porter hyper dur et quand tout arrive après, de par ma position aussi dans ma famille, les responsabilités ont été beaucoup sur moi. Et c'est... vous réinventez tout, vous n'avez plus en plus une mère, c'était... moi j'ai eu un père dévasté, j'ai eu des frangins qui se cachaient derrière moi, j'ai mes tantes qui comptaient beaucoup sur moi. Vous savez, quand vous rentrez dans une pièce et qu'on vous dit « Ah, bah Laure est là, c'est bon, Laure est arrivée. » Je dis « Ah ouais, mais Laure, elle a pas envie d'être arrivée, quoi. » Et c'est aussi ce poids que je suis en train de sortir, de se dire à un moment, j'ai aucune difficulté à parler de la mort, et la preuve, je suis en train de chialer dans le micro, mais parler de la mort des autres, mais la mienne et celle de ma mère, enfin, pas de ma mort, mais celle de ma mère, mais... Et je vous dis pas pour mon petit frère, mais un autre épisode. Ok, qu'est-ce que tu veux nous raconter sur ce décès-là, du après? Comment on gère l'immédiateté de ce truc-là, les jours qui suivent, les jours entre le décès et l'enterrement, les jours d'après, vraiment cette bulle-là de 10-15 jours où on est la gueule dedans pour pouvoir en sortir, quoi. On ne gère pas, je pense qu'il faut accepter de se laisser porter et d'écouter son tempérament. Comment dire? Moi j'ai un tempérament de fonceuse, d'organisation, de maîtresse de cérémonie chez ma famille, de guélion, de naturelle optimiste et positive. Donc effectivement, même si la mort nous a frappés, on va rester souriant et volontaire, donc on y va. Moi, pendant ces quelques laps de temps, entre le moment où mon père me passe ce coup de téléphone qui me dit que ma mère est décédée et le moment où on lui dit au revoir, quand je dis au revoir, c'est le moment où
cercueil de ma mère rentre dans le four de crémation, tu dis que c'est la dernière étape. En fait, on est tellement dans l'organisation, on est essayé de faire plaisir à tout le monde. Ce qui est très dur, et ce que j'ai trouvé très dur, c'est essayer de s'écouter de ce qu'on a envie de faire, de ne pas s'énerver, d'accepter la souffrance des autres. Et ça, c'est aussi un truc un peu compliqué des fois d'arriver et de se dire « mais moi, je souffre tellement !» Et on se sent seul, parce que même si on a la même peine tous autour de nous, on est tellement seul par rapport à cette douleur. Et j'ai un souvenir d'un t-shirt de Star Wars avec la tête de Darth Vader en 9 fois avec différents adjectifs joyeux, triste, en colère, tout ça. Et je vois mon petit frère et je lui dis on est comment aujourd'hui? Et Rémi n'arrivait pas à me donner un mot, il a juste montré sur le doigt en disant Sad, je suis fatiguée, je suis triste. Et ça voulait tout dire, tu vois. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que c'est le moment où on a besoin de parler, mais on ne parle pas, parce qu'il ne faut pas craquer, il faut rester droit, il faut rester debout, il faut rendre hommage. Moi, ça a été surtout ça qui a été un leitmotiv. Alors, tout le monde n'en est pas capable, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que ça a été ok, je veux une cérémonie à la hauteur de ma mère. Donc, ça a été des prises de tête pour écrire les discours, ça a été des prises de tête pour savoir à qui tu donnes la parole. Parce que je rappelle encore une fois, je suis athée. Donc, athée, je n'ai pas de maître de cérémonie religieux. Je n'ai personne, et je te parle de ça il y a 8 ans, où on était encore moins protocolaire sur les enterrements laïques. Maintenant, ça se développe. Ça sera aussi l'objet d'un autre podcast. Mais vous retrouvez ça, vous dire un peu page blanche, ok, t'as une salle, t'as la salle du funérarium, et t'as 1 heure. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est con, hein, mais les mariages, on sait à peu près ce qu'on fait, les baptêmes, on sait ce qu'on fait, les enterrements, normalement, je pose le cul dans une église. Et c'est le prêtre ou le curé ou le rabbin ou n'importe quel autre religieux qui dirige. Bah là, c'est à vous de le faire. Alors, c'est dur, mais en même temps, je pense que c'est indispensable pour le deuil. Je le recommande à tous ceux qui sont dans cette posture-là d'écrire quelques mots, ne serait-ce qu'une chanson, un poème, lire un texte qui vous est cher. Ça fait du bien parce que ça permet de dire au revoir correctement. Moi, j'ai fait un éloge à ma mère hyper positif. J'étais partie du constat que, vu que je faisais de la gestion de projet, à chaque fin de projet, c'est une coutume que je perds un peu en vieillissant d'ailleurs. Je crois que depuis ce moment-là, je ne peux plus le faire. Je disais merci à tous ceux qui avaient participé au projet. Parce que je travaille en équipe et l'équipe est primordiale et il faut savoir dire merci. Et donc j'avais remercié toutes les personnes qui avaient accompagné ma mère pendant les 6 derniers mois de sa vie. Je peux vous dire qu'on en a eu du monde, il y a eu beaucoup de passages, les gens ont eu la chance, et j'estime que j'ai eu aussi cette chance, de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir l'accompagner pendant 6 mois. Mon père aussi, mes frères, mes tantes, mes cousins. C'est leur CD où tout le monde est passé, et moi je voulais signifier ça pendant ce moment-là pour dire putain les gars, vous nous avez pas lâchés. Vous avez été là, mais merci. Et je pense effectivement, comme on disait, la mort c'est triste, la preuve. Et c'est aussi l'air plein de vie. Et j'étais assez fière d'organiser cet événement, cette cérémonie en disant on va remercier tous ceux qui sont là, on va écouter du rock parce que ma mère a adoré le rock. J'ai une tante qui a jeté du whisky et des cacahuètes sur son cercueil parce que ma mère buvait du whisky coca et ne mangeait que des cacahuètes à l'apéro. C'était plein de joie, c'était plein d'humanité. Ce souvenir de foule, je ne pensais pas qu'on pouvait réunir autant de monde pour une mort, mais je pense qu'il y avait plus de monde, c'est sûr, d'ailleurs, à l'enterrement de ma mère qu'à mon mariage, mais pour d'autres raisons. Mais c'était... donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 jours? En fait, on bosse comme des dingues. On fait de l'orga, on commence l'apéro avec ses cousins, ses tantes à 11h, on les finit à 3h du matin, on a des moments hyper intenses de fou rire général. Parce qu'il faut aussi se marrer. Je peux en raconter une de mon petit frère qui est exceptionnelle. Ma mère vient de décéder, mon père est sur le pas de la porte avec l'infirmière qui s'occupait d'elle. Ils viennent d'appeler les pompes funèbres et mon frère rentre d'un déménagement. Hyper content d'avoir rendu service à mes amis d'enfance en les aidant à rentrer dans leur putain de belle maison. Et Rémi arrive en disant bah ça va. Mon père dit avec l'air hyper triste et sévère de quelqu'un qui vient de perdre sa femme devant l'infirmière, il dit bah maman est partie.
Donc, vous voyez arriver, moment de silence. Mon frère qui dit ok, mais elle est partie où? Et là, c'est 5 minutes de quiproquo violent. Et je me rappelle encore, mon petit frère me l'a raconté devant le paillasson le portail de mon père. Il me dit, c'est pas ce qui s'est passé. Il me raconte ça. Et là, je fais, mais c'est pas possible, ça durait combien de temps, quoi? Elle est où? Mais elle est partie. Mais elle est partie où? Mais je sais qu'elle est partie, mais elle est partie où? Et Rémi me disait, non mais attends, elle peut être partie en chimio, en urgence à l'hôpital, elle peut être partie au pont funèbre, mais il faut le dire, quoi. Et bah oui, bah voilà. Et ça a duré, et ce moment d'incompréhension. Mon père comprend pas ce qui se passe, il dit mais il est con, il comprend pas. Et Rémi qui ne voulait pas comprendre, parce que sa mère ne pouvait pas être morte. Mais ça a été, c'est des moments de joie, des moments de rire. Avec ma cousine, on l'a fait chier partout, Rémi, pendant 15 jours. On dit, alors, elle est où? Elle est où? Elle est partie? Elle est partie où? Enfin, et ça faisait partie du jeu. Maintenant, on a une famille bizarre, on a peut-être des humours bizarres, je sais pas, à vous de nous dire aussi, mais moi, ces 15 jours-là, ce que j'en retiens, c'est de leur remercier pour. C'est hyper dur et en même temps c'est tellement intense. Mais c'est aussi qui est compliqué, c'est que c'est intense pendant 15 jours. Vous êtes entouré pendant 15 jours et puis après la vie reprend, mais elle reprend toute seule. Et là, ça va. Ou ça va moins bien. Ça dépend des moments. Moi, ça a été un enfer pendant. Ma mère est morte en juin. Fin juin, j'ai tenu l'été parce que l'été c'est allé, il fait beau, il fait chaud, tu vas en terrasse, tu sors avec tes potes, ça va. La rentrée est un peu plus compliquée. Septembre, octobre, ça. Et puis après, tu as des hauts, des bas, t'as des moments d'anniversaire où t'es en colère, t'as des moments où il faut pas te parler, t'as des moments où tu coupes ton téléphone toute une journée. Même si t'es content d'avoir les SMS de tous tes potes qui te disent je pense à toi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mère, elle est morte il y a un an. Enfin, c'est hyper important, mais ne vous formalisez pas parce qu'on répond pas. Ouais, c'est peut-être ça le mot. Ne vous formalisez pas parce qu'on répond pas, mais faites-le quand même. Oui. Parce que ça fait du bien. Oui. C'est ça qu'on dit, c'est que finalement, c'est des moments qui sont, comme on l'entend, très difficiles. Et autant les premiers jours, on est très très entouré parce que c'est très récent et que les gens sont là. Sauf que les gens qui sont moins touchés par ces deuils-là sont vite happés par leur vie, et c'est bien normal. Et nous, on se retrouve avec cette merde sur les épaules, seuls. Et c'est parfois un peu dur. Donc vraiment, le conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est ne vous bridez pas si vous avez envoyé un petit mot, si vous avez envie de faire quelque chose, une attention. N'attendez rien en retour parce qu'on n'est potentiellement pas capable de rendre. Et parfois, on n'est juste même pas capable de dire merci. Et c'est hyper ingrat, hein, on a conscience. Mais en fait, c'est juste qu'on ne peut pas. Mais cependant, ce que vous avez fait forcément à un moment donné du bien. Donc, continuez, faites-le. Voilà. C'est clair. C'est quoi les étapes les plus marquantes pour toi de tout ça? Les étapes du deuil sont assez marquées, mais pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Elles sont, on a beau dire non, il n'y a pas d'étape clé, il n'y a pas de chemin préétabli, chacun va à son rythme. Alors oui et non, chacun va à son rythme. Maintenant, les étapes, elles sont quand même là. Je vais paraître bizarre, mais c'est la colère, l'acceptation, la dépression. Moi, les grandes étapes du deuil de ma mère, je me prends vraiment sur son deuil à elle. Il y a eu beaucoup de colère. La colère, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Une juste après l'enterrement de ma mère, où j'étais restée un peu avec mon père et mes frères chez lui. Et je sais plus s'il me fait griller ce matin-là, mais alors le matin, il y a un truc que mon père a dû me dire, et ça m'a fait partir dans les tours. La colère a fait que j'ai fait ma valise en 2 secondes et demie. La colère a fait que j'ai descendu ma valise qui pesait 1 tonne toute seule du premier étage de chez mon père. La colère a fait que j'ai ouvert la porte et que je hurlais sur mon père et mon petit frère qui me regardaient tous deux penauds en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Et honnêtement, avec le recul, je ne sais même pas ce qui avait déclenché l'étincelle, mais j'étais dans une colère. Mais j'en voulais à n'importe qui, pour n'importe quoi, fallait pas me faire chier, quoi. Et ça, je sais que c'est l'émotion la plus facile à ressortir, donc elle est restée avec moi pendant, ça fait 8 ans que ma mère est morte, ça fait pendant au moins 5-6 ans que j'ai de la colère là-dessus. Et malheureusement, si je devais sortir aussi quelque chose de cette colère, c'est que c'est jamais ce pourquoi on nous met en colère, c'est pas parce que ma fille n'arrive pas à faire mettre son scratch aujourd'hui de sa chaussure qui me met en colère, mais bien évidemment parce que c'est le jour où c'est l'anniversaire de ma mère de décès et que putain la gamine n'a pas mis son putain de scratch toute seule et que ça commence à gonfler.
Mais c'est plein de petites choses comme ça. La colère, pour moi, ça a été un compagnon pendant plusieurs années. Et pour ma mère, j'en ai plus, parce que je peux être encore en colère sur plein de choses, mais en tout cas, elle ne surgit plus. J'arrive à la canaliser et la faire pas taire, et la faire, on va dire, diffuser d'autres manières. Tu sais vers quoi elle était dirigée, cette colère? Pourquoi je perds ma mère et pas les autres? Mais bien évidemment. Pourquoi elle a pas arrêté de fumer quand elle a eu son cancer du poumon? Pourquoi elle a eu un cancer, pourquoi c'est sa chimio de 95 qui a déclenché son cancer du sang en 2012? Pourquoi? Moi j'ai une colère contre des gens pas des gens d'ailleurs, j'ai une colère sur des choses que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas maîtriser. Et c'est ça qui est encore plus frustrant, dire que je ne fais pas d'amalgame et je ne dénigre pas. Mais quelqu'un on a tué quelqu'un à coup d'un fusil directement, t'as envie d'être en colère contre la personne qui a fait ce geste. Là, malheureusement, c'est la vie. C'est les choix de ma mère d'avoir été fumeuse, les choix de ma mère d'avoir pas une alimentation hyper équilibrée, de pas avoir fait assez de sport, on peut faire plein de choses. Mais putain, puis elle a rien demandé en fait. Et donc, du coup, il y a une injustice que tu te dis. Tu vois, j'étais en colère me dire, mais pourquoi ma mère ne peut pas être là alors elle avait même pas 60 ans, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça fait presque 10 ans, ok, je m'en remets, mais j'ai encore une de mes collègues qui m'a pris dans ses bras, qui a une cinquantaine d'années. J'avais l'impression d'avoir ma mère avec moi, de dire oh, les câlins d'une femme, ça fait du bien, putain. Et ça, moi, j'étais en colère depuis avoir ça de ma mère, depuis entendre son rire, depuis entendre sa voix, ses odeurs, ses mots doux, enfin. Votre mère, c'est la première personne que vous appelez quand vous allez pas bien. Bah, moi, pendant 8 ans, depuis 8 ans, je n'ai personne. Alors, mon père compense tellement bien. Mais on se sent quand même seul. Maman, bah, c'était une colère. Mais une colère. Pour mon frère, c'est encore autre chose. Mais la colère, elle est clé. Les étapes, la dépression est une étape hyper clé aussi dans la thérapie. Mais pareil, il faut l'accepter. À un moment de se dire pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai envie de rien, pourquoi j'ai envie qu'on me foute la paix. En même temps, j'ai pas envie d'être seule. Pourquoi j'ai envie de manger. En même temps, j'ai pas faim. Pourquoi j'ai envie de voir la nature, en même temps j'ai envie de fermer les yeux. Enfin, c'est un passage qui est très compliqué, la dépression. Moi, ça a duré un petit moment pour ma mère. Mon petit frère, c'est pas très compliqué. Mais la dépression fait partie du travail. Malheureusement, il faut l'accepter. Et c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou qu'on est quelqu'un de plus faible ou plus fragile. Rien à foutre. Hein. Moi, j'assume les émotions et j'assume de me dire bah ouais, je suis pas bien. J'ai perdu ma mère à 30 ans, quoi. C'est un peu violent, mais ça fait partie des étapes clés pour moi. Il y a un moment, quelque chose qui m'a complètement fait vriller. Alors j'étais tellement persuadée que j'acceptais que ma mère soit décédée quand même, malgré la colère et tout, mais comme quoi c'est inconscient. Et à un moment, j'ai lu l'étape du deuil qui était l'acceptation et le marchandage. Et je me suis aperçue que c'est 6-7 ans en fait, je marchandais avec la mort de ma mère, car je n'avais pas compris. Moi, le marchandage, c'était de se dire que d'essayer de faire en sorte qu'elle aurait pu ne pas mourir et tout, et en fait pas du tout. Le marchandage, c'est juste auto-persuadé qu'il y a une raison valable pour le fait que ta mère soit morte. Donc moi je dis, c'est normal qu'elle soit morte, elle a eu un cancer pendant 20 ans, c'est normal qu'elle soit morte, elle a eu des chimios pendant 2 ans, c'est normal qu'elle soit morte, elle fumait et tout. Donc le marchandage a été une vraie étape, une fois que je l'ai libéré, ça m'a fait du bien. Et après, sur les étapes, non, moi, c'est pas une étape, c'est un combat du quotidien. Et de par mon expérience, ma mère ne parlait jamais de sa mère, moi je suis totalement l'opposé. Alors ça peut choquer, hein. Ouais, ma mère fait partie de ma vie. Ma mère, elle est là au quotidien. Pour moi, elle vit en moi, elle vit en mes enfants. Je la retrouve dans mes enfants. Mon père m'avait dit une juste fois, c'est marrant, tes filles, elles ont aucun tabou. Elles parlent de ta mère comme si elle était là, comme si elle la connaissait. Et ça, je vous le dis, c'est hyper dur au quotidien, parce que vous vous confrontez à des enfants qui vous posent des questions crues sur votre maman en disant elle était comment, qu'est-ce qu'elle aimait lire, qu'est-ce qu'elle mangeait pas. Alors au début, ça fait des espèces de tasers que vous prenez dans la tronche en disant oh, elle va me parler de ma mère, oh putain, faut que je me réponse, oh putain, je me sens pas bien. Mais en même temps, quand vous arrivez à passer ça et que vous dites que les enfants vous posent des questions parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont envie, et parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une frustration, mais moi je m'interdisais de poser la question, et en fait, mes enfants les posent, et je suis extrêmement fière de me dire putain, j'ai inversé la balance, je ne reproduis pas, comme quoi on ne reproduit pas toujours 100%. Et aujourd'hui, ouais, chez moi, il y a des photos de ma mère, ouais, j'ai encore des vêtements de ma mère, ouais, mes filles se déguisent avec des bijoux de ma mère.
Oui, elles connaissent une partie de la vie de ma mère et je vois mon père qui parle avec ses petites filles de ma mère, qui les amène, alors qu'on n'est pas du tout protocolaire, mais mon père qui les amène là, on a dispersé les cendres, donné des fleurs, mangé des sneakers, faire des balades. On en a fait un jeu et ma mère n'a beau ne pas être là car mes filles ne l'ont jamais connue, elle fait partie de l'ordre. Et ça, en termes d'état, je pense que c'est indispensable. Carrément. Est-ce qu'il y a des choses précises, des anecdotes, des trucs que tu as envie de nous raconter sur cette période-là, sur des trucs un peu what the fuck qui se sont passés ou qui t'ont marqué, des détails, je sais pas, que quelqu'un t'a dit quelque chose à un moment qui t'a fait particulièrement du bien ou pas, sur cette période de... Je pense que, j'en ai un peu de contexte, j'ai un père qui ne s'étale pas sur ses émotions, qui ne dit pas qu'il est fier et qu'il aime ses enfants. C'est une génération, on est en 55, donc c'est une certaine éducation. Mais mon père fait des efforts au quotidien car il a une fille qui le pousse un petit peu et des petites filles qui l'engrainent dans leur délire. Je pense que la meilleure chose qu'on m'ait dit, et ça reprend un peu ce que je viens d'expliquer à l'instant avec mes enfants, c'est mon père m'a dit ça fait du bien de sentir ta mère vivante à travers tes enfants. Et c'est peut-être dur. C'est extrêmement dur de poser des questions, de demander, d'avoir des souvenirs, mais moi, à chaque fois qu'on parle de... Alors, j'ai plus la lien sur mon petit frère. À chaque fois qu'on parle de mon petit frère et qu'on raconte une anecdote sur lui, bah, j'adore ça en fait. Et oui, parce qu'il continue à vivre. Il continue à vivre, il ne tombe pas dans l'oubli et c'est dur, je le dis, hein, vraiment c'est hyper dur des fois on se dit oh, on va pas oser le dire parce qu'en fait il est pas bien, oh, on va pas parler de ça parce qu'en fait elle va y penser donc elle va pleurer, et ben moi je vous dis si en fait. Alors faites pas forcément grand chevaux mais hier je faisais avec ma chef de projet qui vient de perdre sa grand-mère avec qui elle a été très très proche, extrêmement proche et à chaque fois qu'on avait des pots de départ l'année dernière, enfin des pots d'ailleurs l'année dernière, elle me disait bah, je peux pas, je vais dîner chez ma grand-mère. Donc on disait bah ok, tu vas dîner chez ta grand-mère, ok, t'es pas avec nous, c'est pas grave, tu vois. Donc, et hier on avait un pot et je regardais ma chef de projet et je dis, elle était fatiguée, elle me dit non mais je vais peut-être pas rester. Je fais Antonia, t'as pas d'excuse pour pas venir aujourd'hui? Et elle m'a fait un sourire, elle m'a dit oui effectivement. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font que bah, je pense à ma chef de projet et toute sa peine. Je sais que c'était sa grand-mère, mais à travers cette petite anecdote, je lui fais un sourire comme quoi je savais que sa grand-mère comptait pour elle. Et c'est ça qui fait du bien, c'est de se dire bah, ils sont encore un peu... ils font partie de notre vie. Puis, ils tombent pas dans l'oubli d'une autre, mais des autres aussi. Et c'est aussi un peu chouette de savoir que ces personnes qui sont parties, en fait, elles continuent à vivre. Pas forcément qu'à travers nous, mais parfois par des petites pensées à droite à gauche de gens lambda auxquels on n'aurait pas forcément cru. Et ça, c'est vraiment... réconfortant, je crois. Exactement. Puis après, je vais dire un truc qui va pas te faire plaisir, mais tu le sais. Le temps. Ouais, je sais. Le temps, le bordel de temps, mais le temps de bordel, le temps. Il n'y a pas mieux, je suis désolée. Et ces discussions qu'on a eues souvent, si à un moment vous doutez de ce temps, et je suis convaincue qu'à un moment vous devez dire faites le temps, commence à me gonfler, là, faut que ça soit tout de suite. Et vous parlez à une impulsive, hein, donc c'est hyper dur pour moi. Mais je reprendrai tes mots, regardez derrière le rétro. Là aujourd'hui j'avais la goutte au nez de la mort, j'avais envie de pleurer, c'est toujours hyper dur et à vivre de parler de ma mère, mais je suis hyper fière de moi quand même de tout ce que j'ai pu accomplir et comment j'ai pu avancer, et notamment dans la gestion du deuil de mon petit frère. Putain, merci maman de m'avoir préparé aussi bien, mais je m'en suis passée. Mais en même temps, ça reste un mécanisme, vous n'y pouvez rien, il faut lâcher prise sur ce chemin de deuil pour pouvoir avancer. C'est con ce que je dis, c'est une généralité, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il faut accepter, il faut avancer, il faut se dire que de toute façon le chemin ne s'arrête jamais. Hein. On ne dit pas qu'il y a une fin, malheureusement la fin elle sera toute votre vie et moi toute la vie je serai sur ce chemin de deuil pour ma mère et mon frère. Des fois c'est des autoroutes, des fois c'est des crêtes, des fois c'est des putains de dodanes sur dodanes, des fois il y a des espèces de ronces dans tous les sens. Puis alors des fois c'est fluide comme une piste de scie, donc bienvenue sur le chemin du deuil. Ça va, tout le monde va bien, parce que là on est à une demi-heure d'enregistrement, peut-être pas tout. Peut-être vous n'aurez pas tout entendu, mais tout va bien les gars. Là elle a arrêté de pleurer, je l'ai fait se moucher déjà 2 fois. J'ai bien miffé dans le micro.
Bon, et du coup, Et du coup, non, alors attends, parce que du coup, on a dit qu'aujourd'hui on parlait que de ta mère. Donc, on en reparlera de Rémi plus tard. voilà, le chemin de l'or, il est quand même. Croisement. Ouais, on s'amuse bien. Nous, on se dit qu'on fait ça bien en général, le deuil avec l'or. On est toujours au binôme. On fait ça bien. C'est chacun son tour. Normalement, la prochaine, c'est moi, du coup. Là, c'était ma mère, après c'est Rémi. Toi, ça va être pareil, on aura deux chacun. Voilà, mais ok, on va prendre le parti. C'est pas prévu. On va peut-être faire un épisode chacun, de chaque parent. Parce que nous, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, à vous dire. C'est pas du tout les mêmes deuils, pas du tout les mêmes circonstances dans le cas de Laure et dans le mien aussi. Donc, effectivement, on va faire ça. Aujourd'hui, comment ça va? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment ça va? Ça va. Non, ça va, non, je viens de comme une madeleine, mais globalement ça va. Je me lève pas tous les matins en me disant oh, ma mère me manque, oh, ma mère n'est plus là. Non, ça va. Au bout d'un moment, t'avances, tu te dis bon, franchement, elle est plus là, so what, comme dirait mon président. Mais c'est dur, il y a des fois où j'y pense. Récemment, je me suis dit tiens, en fait, je me construis en tant que mère sans avoir l'exemple de ma mère à ce moment-là. J'ai été seule pendant ma maternité, ça a été hyper dur. Enfin, mais ok, une fois que t'as pris ça, t'avances, tu te dis de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, non, on avance. On avance en essayant de garder cette personne dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui nous sont proches. On avance en connaissant les clés. Je reprendrai le sujet de Rémi, mais on ne se bat pas contre cette dépression, contre cette envie de pleurer, contre cette envie de chouiner dans son canapé. Il faut accepter. Il faut accepter de chouiner, il faut accepter d'être pas bien. Moi, il y a des fois où j'annonce maintenant, le 27 juin, je suis dans un état de nerfs, faut pas me faire chier, quoi. C'est le jour du décès de ma mère, je veux être tranquille. Donc cette année, pour le décès de ma mère, je me suis fait emborder par les pompes funèbres générales sur une intégration d'entreprise. Mais quelle connerie, tu vois. Mais j'ai pas fait gaffe, parce qu'en plus, il y a des jours où on ne s'aperçoit pas, donc on avance, en se disant de toute façon, on n'a pas le choix, mais en même temps, il faut apprendre à se connaître aussi. C'est de se dire, ce jour-là, je suis pas là, en fait. Ce jour-là, j'ai posé ma journée. Ce jour-là, je vais faire du télétravail, parce que j'ai envie de voir la gueule de personne. Ce jour-là, j'ai un message de mes tantes, et si je l'ai pas, c'est moi qui le fais. Ce jour-là, je veux mes frères au téléphone, je veux mon père avec moi, mais on avance. On avance et c'est horrible, mais la mort fait partie de la vie et ma mère est décédée avant moi, c'est logique. Elle est partie trop tôt, mais je la ferai pas revenir, donc on avance. Tu disais que là, tu t'étais retrouvée embourbée dans les raisons pro. Très drôle d'ailleurs de travailler pour les pompes funèbres le jour de la mort de sa mère. Bref. Tu t'es jamais dit dès le départ, parce que moi je suis très comme ça, les jours d'anniversaire, on en parlera plus tard, mais alors je ne prends pas de jour spécialement parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père, et en même temps c'est pas vrai, parce que la première année j'avais posé cette journée-là, et après la vie, mais tu te dis pas de base sur cet agenda-là, cette journée-là, tu fais ta vie quoi. Ça dépend. Ça dépend des journées, ça dépend des fois, ça dépend de plein de choses. Je trouve que la plus dure, c'est la première année. Très clairement, c'est la première année la plus dure. Oui, bon, tu me vois arriver, tu ne l'as jamais vécu, donc de toute façon, tu sais que tu vas prendre cher. Je suis obligée de faire un truc évident, mais plus vous avancez dans le temps, plus ça passe. Enfin, ça passe. Moins c'est à vif, on va dire. C'est toujours douloureux, mais c'est moins à vif. C'est une cicatrice, hein, de toute façon, donc elle cicatrise petit à petit, mais vous avez toujours la trace. Vous savez, pour gratter, à un moment, si vous avez envie de gratter, vous fera mal. J'apprends pas et c'est marrant, autant il y a des années où je me dis putain je vais en chier et il y a des moments où je l'anticipe. Oui, l'année dernière par exemple, pas pour ma mère mais pour mon frère, j'ai décidé de partir en vacances au soleil au moment des 1 an de sa mort. Et j'étais à l'autre bout du monde avec mes enfants, mon père et mon mari et honnêtement c'était hyper dur mais ça fait partie des jours et ça pour le coup tu peux pas savoir comment tu vas être. Surtout la première elle est velue. Ok. Mais non, sur les dates, si, il faut se préparer. De toute façon, c'est assez drôle parce que vous y pensez toute la journée, ou pas d'ailleurs, si vous avez arrêté de vous occuper, mais à un moment ça vous tombe quand même dans la tronche. Et je pense qu'il y a deux façons de le faire, c'est soit vous l'évitez, c'est pas ma façon, et en général, quand j'ai essayé de les éviter, il m'est toujours arrivé un truc vénère dans la gueule, comme quoi. Alors je pense que quand on les appréhende, quand on se dit ok, je m'en chie là, ça va être une mauvaise journée, ou alors au contraire. Et parfois on en chie moins que ce qu'on pensait. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais je pense que c'est comme les problèmes au global, si vous les affrontez ça va mieux, si on les cache et qu'on se dit on s'en perd, ça va être pire en fait.
Mais c'est pas simple. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais il faut savoir s'écouter et peut-être aussi dire aux autres. Moi, je dis souvent à mon mari, fais pas chier aujourd'hui, quoi. Pas aujourd'hui. Et en général, il me fait pas chier. Il le sait. Mais parce que je lui dis. Ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est de dire les choses aux autres, surtout à son entourage. Parce qu'on a tendance à se dire, mais c'est ma peine, c'est ma solitude, c'est moi, ils peuvent pas comprendre. Alors non, ils pourront pas comprendre. Hein. Mais si vous leur dites pas, ils comprendront encore moins. Et moi, je vois avec mon mari des fois qui me dit, tu parles beaucoup de mort. Je fais, bah ouais, mais moi, ça me fait du bien. Parler de la mort. Ouais, et puis la bichon, on est parti pour ça. On va parler souvent de la mort, les gars. Hein. Donc, ouais, c'est. Pardon. C'est important. Moi, je pense que c'est de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on ressent. Et même si c'est parfois un peu bancal, un peu maladroit, il faut mieux vaut le dire que plutôt le garder pour soi. Je te propose qu'on. Est-ce que tu as d'autres choses à raconter là-dessus? Est-ce que tu as des anecdotes que tu as envie de partager? Ou est-ce que tu as un mot de la fin? Une fois qu'on a dit tout ça. On a déjà dit beaucoup de choses, hein. J'aurais avoir plein de choses à raconter sur ma mère, sur la façon dont elle est partie, comment j'en ai chié, évidemment. Aujourd'hui, je suis apaisée sur ma mère. Alors merci mon petit frère, hein, il a crevé l'écran. Est-ce que tu penses que le deuil de ton frère vole un peu celui de ta mère? Oui, clairement. Ouais, c'est la première chose que j'ai dit à ma psy. Quand je lui ai dit que mon frère était mort, on a commencé à discuter, à lancer. Elle a été extrêmement bien parce qu'elle a plus parlé qu'elle m'a fait parler. Je pense que j'avais besoin d'entendre des choses, mais notamment sur le suicide. C'était important d'appréhender plein de petits détails, mais ça on en parlera plus tard. Et clairement, c'est la première chose que j'ai dit, mais de manière. À la première ou deuxième séance, c'est de se dire ouais, Rémi, il a fermé le deuil de ma mère. Il a tourné la page. J'ai ouvert un autre chapitre. C'est pas que le deuil de ma mère était fini, mais il était digéré. J'avais fait un travail pendant 6-5 ans avec mon psy, hein, donc c'est pas pareil, hein, très clairement. Je sais pas comment j'aurais fait sans elle d'ailleurs, mais il y avait un côté. Comment dire j'ai accepté le deuil de ma mère. J'ai accepté qu'elle était malade, j'ai accepté que son corps n'est pas suivi, j'ai accepté tout ça. Après, dans le contexte, je me rappelle que Rémi se suicide à 31 ans et en poussière. Et au spoiler là, putain. Ouais, mais à un moment, c'est tellement violent et c'est tellement une décision qui n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas malade, il n'a pas eu un accident de voiture, il n'a pas été poussé, il n'a pas été poussé par quoi que ce soit. Il y a un moment, il a choisi tout seul de terminer sa vie, d'arrêter de vivre. Et là, la colère est encore différente sur ce genre de deuil, mais je pense qu'il faut faire un épisode sur Rémi avec les mêmes types de questions et on va voir ce qui va se passer. On va refaire des épisodes. On va peut-être vous laisser la parole entre temps, histoire qu'on n'accapare pas le sujet, mais effectivement, on va dissocier les deux deuils de l'une et de l'autre parce que c'est vraiment des sujets différents et. Des expériences différentes. Des moments différents. Des façons de gérer différentes. Des galères de ouf. Des emmerdes différentes. Mais bon. Et donc un vrai mot pour conclure? Ou une anecdote Ouais, pour conclure, mais ça va être une conclusion très commerciale sur le podcast, mais le fait d'en parler, ça fait du bien. Vous voyez, moi ça fait 8 ans, j'en pleure encore aujourd'hui, donc Céline a cette capacité à me faire chialer, merci. Ouais. Mais en vrai, ça fait du bien. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai hâte de vous entendre aussi avec toute votre sensibilité, votre fragilité, votre sourire, votre énergie. Moi, je sais que ça me fait du bien et j'espère que ça fera du bien à d'autres personnes. Ouais. C'est tout le but de ce podcast, c'est d'ouvrir nous, de partager ce qu'on ressent, de vous écouter, partager ce que vous vivez et ce que vous avez envie de partager. Et puis concrètement, un podcast enregistré, c'est 1 heure, et aussi c'est 1 heure, mais c'est 70 balles, les gars, donc vaut mieux venir chez nous. Hein. Pas très bien pour nous, c'est ton psy. Ah, il peut être plus cher pour le psy. Ouais, on fait des grosses lignes. On peut faire ça aussi. Non, mais bon, on rigole sur les psys sont essentiels. Moi, vraiment pareil, hein, j'aurais pas vraiment tenu le coup sans. Merci Léa. Ouais, merci Chapipou, si tu m'écoutes. Bref, mais tout ça pour dire que c'est vraiment important d'en parler et qu'on a hâte de partager tout ça.
Et pour finir là-dessus, du coup, je me permets de vous rappeler que si vous avez envie de discuter avec nous, que vous avez envie d'échanger et de partager un peu plus grandement votre deuil et votre chemin et les histoires qui y sont liées, n'hésitez pas à nous écrire. Et on s'arrangera pour enregistrer tout ça. Quoi qu'il en soit, on vous répond. On est dispo par mail, on est dispo sur Instagram. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Et au plaisir étrange, au plaisir étrange d'échanger avec vous sur tout ça. Ça va être mortel. De ouf. Allez, bisous. Salut, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast créé par Laure Yvou et Céline Schmitt. Si vous aimez Par la Racine, vous pouvez nous soutenir en laissant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi en nous suivant et venant discuter avec nous sur Instagram. Et si vous le souhaitez, vous pouvez témoigner, n'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt pour un nouvel épisode.